La prophétie, livre 3, l'esprit léopard. Un livre autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Certaines scènes érotiques explicites se trouvent dans cette œuvre. L'écoute en est donc réservée à un public averti. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 11. Le guet. Enveloppées dans leur peignoir éponge, les deux jeunes femmes tremblent de tout leur corps. À chacune d'elles, Michel tend une serviette. « Je ne voudrais pas paraître inconvenant, mais vous devriez enlever vos sous-vêtements trempés. Vous risquez d'être malade. Vous pouvez aller dans les toilettes. » Bien qu'elle claque des dents, Sylvie parvient à rire. Avec ce que vous avez déjà vu, je crois qu'on n'a plus grand-chose à cacher. Joignant le geste à la parole et imitée par Nathalie, elle entr'ouvre son peignoir et d'une main preste, quasiment en un seul geste, culottes et soutien-gorge forment un petit tas mouillé dans la flaque d'eau sous leurs pieds. Sous le peignoir, Nathalie se frictionne avec la serviette puis, imitée par Sylvie, la drape en turban autour de sa tête. S'adressant à Michel. « Vous n'auriez pas quelque chose de chaud ? Je reprendrai bien un peu de votre thé. » La réponse de Michel nous fait tous sourire. « Êtes-vous sûr ? Pour aller danser à moitié nu sous la pluie, il semblerait que vous y soyez un peu trop sensible. » Regard en coin de Nathalie, dont le sourire me fait redouter le pire. « Craindriez-vous que l'on vous saute dessus ? Je suis sûre que, tout comme moi, Sylvie a besoin de se réchauffer. Mais tout aussi certaine que malgré votre filtre, nous garderons la tête froide. » Elle marque un temps et le regarde bien droit dans les yeux. « Sauf bien sûr, si vous nous mettez une double dose, auquel cas, il vous faudrait penser à en prendre au moins autant. Nous sommes deux, et bien que vous me paraissiez assez costaud, je crains fort que vous ne soyez contraint à déclarer forfait. » J'avais raison de redouter sa répartie. Michel est KO debout. Nathalie éclate de rire et, le prenant par le bras... « Allez, venez, on va vous aider. À première vue, vous en avez plus besoin que nous. » Sylvie lui prend l'autre bras et nos deux chippies entraînent notre grand chasseur médusé vers l'office. Bertrand et moi allons nous rasseoir. Il me fait une espèce de grimace. Elle est toujours comme ça ou Michel a des raisons de s'inquiéter ? Je ne peux m'empêcher de rire. Assure-toi, elle est tout à fait dans son état normal. Je crois qu'en plus des talents que nous lui connaissons, elle doit aussi être championne de tennis. Son coup droit est foudroyant. J'en ai déjà fait les frais, mais c'est toujours dit avec beaucoup de gentillesse. Autour de Bertrand de rire. Michel le dragueur vient de se faire damer le pion. Je n'aurais voulu louper ça pour rien au monde. Et que n'aurais-tu voulu louper ? Bertrand sursaute brusquement, comme s'il venait de s'asseoir sur un cactus. C'est Michel, plateau à la main avec théière et tasse. Comme à son habitude, on ne l'a pas entendu arriver. Mais cette danse sous la pluie, c'était magnifique. Michel pose le plateau sur la table basse. Ok, c'était magnifique, mais même sous les tropiques, la pluie est froide, sans compter qu'elles auraient pu se faire foudroyer. Mais bon, je dois bien admettre que c'était très beau et qu'elles m'ont mis les poils. Je me souviendrai longtemps de cette soirée. Merci Michel d'avoir apprécié. Et vous avez raison, avec la foudre, danser toute mouillée sur l'herbe n'était pas vraiment raisonnable. C'est Nathalie qui vient de parler. Elle revient, suivie de Sylvie. Les deux femmes ont les bras chargés de peignoirs éponges et de draps de bain. Michel les débarrasse de leur fardeau, qu'ils déposent sur une banquette, et les invite à s'asseoir. Il fait le service du thé, se gardant bien cette fois de tout commentaire sur les effets secondaires de la boisson. La pluie n'a pas baissé d'intensité, et je peux vous dire que ça va durer comme ça toute la nuit. À mon avis, il serait très imprudent de prendre la route dans ces conditions. Actuellement, avec ce qui tombe, il y a 2 endroits où la piste, du moins ce qu'il en reste, doit être transformée en torrent. Vous ne pourriez pas passer, et pire peut-être, seriez incapable de faire demi-tour. Je vous propose donc de passer la nuit ici. En principe, la pluie cessera au lever du soleil. Il vous faudra ensuite attendre 2 à 3 heures que toutes les eaux se soient écoulées. Donc, vous ne pourrez pas partir au mieux avant 10 heures. Nathalie fait la grimace. Elle doit songer à sa matinée de travail perdue. Amorti par la couverture de roseaux, le roulement de la pluie sur le toit ne faiblit pas.
Et très régulièrement, un éclair déchire le ciel. Je crois que Michel a raison. Merci pour ton hospitalité, Michel. Seulement, j'ai cru comprendre que toutes tes chambres étaient en travaux, et les banquettes du grand salon ont beau être confortables, ça paraît quand même un peu juste. Michel se gratte la joue. Je ne vois pas 36 solutions. Vous allez devoir vous partager le lit et les canapés de la suite. J'interroge Nathalie et Sylvie du regard. Il me semble que le partage est vite fait, le lit pour les dames et les canapés pour les messieurs. Aucune de ces dames ne proteste, aucune non plus ne manifeste un enthousiasme délirant. Cela se note dans le regard qu'elles échangent. Sans doute la perspective de dormir sans leur homme. Michel le remarque. Je suis vraiment désolé, mesdames. Je peux comprendre vos réticences à dormir dans ces conditions, mais je n'ai pas mieux à vous offrir. Nathalie se rend compte de la méprise. Non, non, Michel, c'est parfait. Mais Sylvie et moi nous inquiétons du retard supplémentaire que cela va nous faire prendre dans notre travail. Michel se lève. Je suis désolé pour vous. Raison de plus pour ne pas traîner. Il faut que vous soyez en pleine forme demain, car je pressens que la journée va être longue. Si tout le monde a fini son thé, je vous propose de prendre vos peignoirs et vos serviettes et de venir avec moi à l'office récupérer des nécessaires de toilette. Un rapide coup d'œil à la pendule. Il est 22h30. Un passage à l'office où Michel remet à chacun une trousse de toilette. Il nous souhaite une bonne nuit et nous voilà dans la suite. Sylvie s'assied sur le lit. Je ne sais pas pour toi, Nathalie, mais moi, j'ai envie de dormir avec mon homme. Ce lit pourrait accueillir un régiment, et je ne vois pas pourquoi les garçons iraient dormir dans les canapés. Pas besoin d'un long débat, tout le monde est vite d'accord, et je vois s'éloigner la perspective canapé, sans aucun regret. On s'amuse même à jouer à pile ou face pour savoir qui inaugurera la salle de bain, et à ce jeu, c'est Bertrand et Sylvie qui s'y engouffrent les premiers, en se poursuivant comme des gamins. Les dames se sont installées face à face au milieu du lit, Bertrand et moi sur les côtés. Je crois que je suis le dernier à m'endormir, un peu troublé par la vue d'un des seins de Sylvie échappé de son peignoir, et qui, à la lueur de chaque éclair, me fait comme un clin d'œil. Lorsque j'ouvre les yeux, le jour est déjà levé et la pluie a cessé. Nathalie dort encore dans sa position favorite, le dos contre ma poitrine, ses reins contre mon ventre. Me dressant sur un coude, je vois que Bertrand n'est plus avec nous. Rien d'étonnant pour quelqu'un habitué à se lever chaque matin 2 heures avant le soleil. Sylvie, qui s'était endormie face à nous, tourne maintenant le dos à Nathalie. Dans le mouvement qu'elle a dû faire pour changer de position, son peignoir a largement remonté, dévoilant des fesses que j'ai déjà eu tout le loisir d'admirer hier soir, lorsqu'elle dansait sous la pluie. Je passe mon bras par-dessus la taille de Nathalie et rabats doucement le tissu éponge sur les rondeurs de notre amie. Nathalie bouge et grogne dans son sommeil. J'en profite pour retirer mon bras et me lever aussi lentement que possible afin de ne pas réveiller les danseuses étoiles. Je sais que la première chose à laquelle Nathalie pensera va concerner le retard pris dans ses calculs. Autant vaut-il qu'elles se reposent un maximum. Elles vont en avoir besoin. De toute façon, il n'est que 7 heures et nous ne pourrons pas partir avant 9 ou 10 heures. Je rajuste mon peignoir et, sur la pointe des pieds, j'entre dans le salon. Dans la même tenue que moi, Bertrand est assis face à la baie, donnant sur la piscine et le jardin. « Bonjour, debout depuis longtemps ?»« Ah, bonjour Jean, une petite demi-heure, je regardais le jardin. C'est pourtant le même qu'hier, mais c'est incroyable à quel point les couleurs ont changé. » La pluie a emporté jusqu'au moindre grain de poussière. On peut même voir encore des gouttes perlées au bout des feuilles. Je m'assieds près de lui, nous restons là, sans un mot, à contempler ce coin de paradis. Les oiseaux jusque-là engourdis par le froid quittent les abris où ils avaient trouvé refuge. Leurs piaillements se croisent et s'entremêlent en un joyeux concert. Et dans les bougainvilliers, leurs empoignades pour accaparer la meilleure branche dispersent des gerbes de gouttelettes en des arcs-en-ciel éphémères. Jesus Lord, quelle splendeur! C'est Nathalie, nous sursautons tous deux. Totalement immergés dans notre contemplation, nous n'avions pas entendu les femmes s'approcher. Elles ont la mine encore tout ensommeillée. Dans un même geste, elles se penchent vers nous et nous avons notre premier baiser de la journée. Impossible de résister. Sans nous concerter, Bertrand et moi les prenons par la ceinture et par le col de leur peignoir et les faisons basculer par-dessus le dossier du canapé. Dans un concert de rires et de cris de protestation, elles se retrouvent pêle-mêle sur nos genoux, mais cette passe de judo improvisée n'a pas été sans conséquence.
Les peignoirs se sont largement ouverts, et seins, cuisses et fesses en bataille, elles n'ont strictement plus rien à cacher. Qui pourrait résister à cette tendre exposition? Aucun de nous quatre, et dans l'instant, mimant une chamaillerie de gamins, nos deux couples s'enlacent. Ce ne sont bientôt plus que frôlements de mains qui se perdent dans des recoins interdits, bruits de baisers, petits rires et gémissements étouffés. En quelques secondes, une explosion de désir nous submerge. C'est Nathalie qui, le feu aux joues, rompt l'envoûtement la première, et, dénouant ses bras d'autour de mon cou, saute sur ses pieds, suivie de Sylvie. Elle referme son peignoir. Désolée d'interrompre cette effusion pleine de promesses, mais à moins de tout bâcler, ce qui serait vraiment dommage, je crois que le temps risque de nous manquer. Elle finit de nouer son peignoir, me tend la main. Tu viens? Je crois que ce matin, c'est nous qui avons priorité pour la salle de bain. Au moment de passer dans la chambre, elle se retourne vers Sylvie et Bertrand, encore tout étourdis par la séquence câlin. Je crois que tu as raison, Bertrand. Ce thé est redoutable. Je ne pensais pas qu'une telle rémanence était possible. Soyez sage. Sous la douche, elle a encore ce regard si particulier qui me met le feu au ventre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour retrouver mon sang-froid. J'avais très envie. Ils sont adorables. Je la prends par la taille. Elle est nue contre moi. Confidence pour confidence, si tu ne t'étais pas ressaisi, je crois que j'aurais craqué. Mais il y a un temps pour tout. La demi-heure qui suit nous retrouve tous autour d'un petit déjeuner que Michel nous a fait préparer. Il a dû s'absenter pour prêter main forte à un des villages voisins, durement éprouvé par la pluie. Sylvie et Nathalie se parlent à l'oreille et échangent des clins d'œil complices, comme si elles avaient une idée derrière la tête. Bertrand m'interroge du regard, me croyant sans doute dans la confidence. À l'instant où je m'apprête à poser une question aux deux comploteuses, Michel, tout crotté, apparaît sur la terrasse. « Bonjour tout le monde, finissez de déjeuner, j'arrive. Le temps de prendre une douche et de me changer. » Il faudra attendre pour savoir ce que pouvaient bien se dire Sylvie et Nathalie. Fini les clins d'œil et les rires sous cape. Vu l'état de Michel, elles sont tout de suite inquiètes de savoir si nous allons pouvoir partir. Il va leur falloir un bon quart d'heure pour être fixés. Michel réapparaît, propre comme un sou neuf. « Excusez-moi, des petits soucis avec le tractopelle. Ils avaient trouvé le moyen de l'embourber. » La bise aux dames, une poignée de main pour Bertrand et moi. Il se sert un café et se laisse tomber de tout son long dans un fauteuil. « J'espère que vous avez bien dormi. On devrait très vite savoir dans quel état est la piste. J'ai envoyé 2 gars en reconnaissance et ils ne devraient plus tarder. La pluie s'est arrêtée vers 5 heures, ça devrait aller. » 2 minutes plus tard, un pick-up s'engage sur l'allée qui mène à la terrasse. Michel se lève. Le véhicule stoppe à hauteur des marches et un jeune Tchadien en descend. Conciliabule avec Michel en Sara. Michel revient vers nous tandis que le jeune homme remonte dans le Toyota qui disparaît au coin du bâtiment. « Vous pouvez y aller, le premier radier a tenu. Le deuxième par contre a été complètement emporté. Et il y a un maître debout au fond du Talweg. » Il se tourne vers moi. « Avec ton patrol, tu devrais passer sans problème, surtout qu'il y a un bouquet de 3 gros acacias sur l'autre rive. Tu pourras y frapper le câble du treuil, et en première crabotée, vous sortez à l'aise. Bon, il faudra juste un volontaire pour se salir les pieds. » Un coup d'œil à ma montre, il est presque 10 heures, et si tout va bien, il va nous falloir une bonne heure pour rentrer. Je me lève. « Allez à cheval, si vous voulez être rentrés pour le déjeuner, il faut bouger. » Échange de bisous et de poignées de main avec Michel, remercié pour son hospitalité. En serrant la main de Bertrand, il a comme une hésitation. « Ça va Bertrand? Je te trouve un peu palo. » Effectivement, Bertrand n'a pas l'air très bien. Peut-être un coup de palu, j'irai voir Patrice en arrivant. Michel nous raccompagne jusqu'à la voiture. « Au fait, j'ai fait mettre la 68S dans le coffre avec son étui et 2 boîtes de cartouches. À moins que tu n'aies l'intention de déclencher une guerre, ça devrait suffire. » Sur la route du retour, le paysage n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Tout comme les jardins de l'hôtel, tout a été lavé par la pluie. Tant l'ocre des sols que le vert des arbres. Le paysage d'ordinaire poussiéreux est devenu lumineux. On distingue même quelques minuscules brins verts qui sortent déjà du sol. Nathalie est stupéfaite. J'aurais dû faire des photos. Parce que c'est sûr, personne ne voudra me croire lorsque je raconterai que l'herbe a poussé en une nuit. Là où, selon toute apparence,
Il n'y avait strictement rien la veille. Voix un peu faiblarde de Bertrand, qui a préféré monter derrière avec sa femme. J'observe ça chaque année. En fait, les graines détectent l'augmentation du taux d'humidité et commencent déjà à germer avant les pluies. Nathalie se retourne davantage alarmée par la voix de notre amie qu'intriguée par le propos. Le malheureux est d'une pâleur à faire peur et à moitié effondré sur Sylvie qui le maintient dans les cahots. Je croise le regard de la jeune femme dans le rétroviseur. « Peux-tu t'arrêter, Jean ? Je crois qu'il va être malade. » Je stoppe le patrol, descends et viens prêter main forte à Sylvie. Incapable à elle seule de retenir son mari, Nathalie descend à son tour et vient nous donner un coup de main. Il était temps, alors que nous le maintenons penché en avant, Bertrand renvoie son petit déjeuner sur le bord de la piste. Nathalie, qui lui soutient le front et lui essuie les lèvres avec un Kleenex, me lance un regard inquiet. « Il est brûlant. » Et de fait, Bertrand est pris de violents tremblements et se met à claquer des dents. Avec les deux femmes, je l'aide à remonter en voiture, puis récupère une couverture dans le coffre. Je la passe à Sylvie, remonte au volant et démarre. Couvre-le bien, je ne suis pas médecin, mais ça m'a l'air d'une bonne crise de palu. On devrait arriver dans une demi-heure. Dès qu'on est à portée, je passe un appel radio. Sylvie est furieuse, on dirait qu'elle s'en veut. « C'est moi qui vais danser à poil sous la pluie et c'est lui qui est malade ? C'est pas juste. » J'essaie de tranquilliser tout le monde. La pluie n'y est pour rien, c'est juste le mauvais moustique qui l'a piqué au mauvais moment, et pour que la crise se déclenche maintenant, je peux même dire qu'il a été piqué il y a déjà quelques jours. Nous passons le premier talweg, et donc le premier radier. Bien qu'il soit sous 20 cm d'eau boueuse et qu'on ne le voit pas, je sais que le béton a tenu bon, grâce aux plots de repérage qui émergent et permettent de se guider. Pour s'extraire du talweg, la pente est raide, mais le patrol est une machine exceptionnelle et j'arrive à remonter sans encombre. Nathalie s'est tournée vers l'arrière et s'enquiert de l'état de Bertrand. Sylvie la rassure. « Il est toujours aussi brûlant, mais il ne tremble plus. Je lui ai enlevé la couverture. On pourrait peut-être monter la clim pour essayer de le refroidir ?» Je m'exécute aussitôt et pousse la clim à fond. Le deuxième talweg est déjà là, et au premier coup d'œil, je vois que ça ne va pas être une partie de plaisir. Nathalie pousse un petit cri d'effroi. « Oh mon Dieu ! Comment va-t-on passer ?» Le radier a été emporté par le courant, et des dalles de béton brisées émergent ici et là, d'une nappe de boue rougeâtre. Il va falloir franchir en aval, juste devant le chaos de béton, là où la couche de boue est la moins épaisse. Pile face au bosquet d'acacia repéré par le pisteur de Michel. J'explique la manœuvre à Nathalie. Je vais me positionner face aux arbres et m'approcher jusqu'à avoir les roues avant dans la boue. Ensuite, je descends avec sangle, clé et manille. Je prends le crochet du treuil et je traverse. Il faudra me donner du mou au fur et à mesure. Nathalie me regarde, les yeux écarquillés. « Mais je ne sais pas comment fonctionne ce truc !» Pas de souci, le treuil est couplé au moteur. Il est capable de tirer 6 à 7 tonnes. Vous pourrez donc rester à bord tous les trois. C'est très simple, tout se commande avec ce levier et l'accélérateur. J'explique à Nathalie le fonctionnement du treuil. Dès que j'aurai arrimé le câble, je te dirai d'enrouler en tournant ma main index levé, comme cela. Il faut d'abord tendre le câble très doucement. Parallèlement à l'enroulement du treuil, il faudra que tu sois en mode 4x4. Première vitesse et tu laisses faire la machine. Tu n'as pas à t'inquiéter, le treuil est synchro avec les vitesses. L'avantage avec une scientifique, c'est qu'il n'y a pas besoin de répéter 2 fois. Tout est déjà imprimé derrière ce joli front, davantage plissé par l'inquiétude qu'inspire l'état de notre ami que par celle de la manœuvre à effectuer. Je suis déjà dehors en train d'enlever mon pantalon et ma chemise. Vêtu de mon seul boxer, je remets mes pattes au gaz et Nathalie s'installe à ma place derrière le volant. La sangle, la clé et les manilles sont bien à leur place dans un des compartiments latéraux du coffre. Je récupère le tout, reviens vers l'avant, décroche le câble et fais signe à Nathalie de laisser filer. On peut dire que l'eau est vraiment très boueuse, ou alors que la boue est très liquide. J'entre avec précaution, tirant le câble derrière moi. Avancer lentement, gare aux trous ou aux fers à béton arrachés au radier. Je n'ai même pas besoin de guider Nathalie pour le treuil, elle suit parfaitement ma progression. Et je n'ai qu'à me préoccuper de mettre un pied devant l'autre, ce qui, à partir du moment où j'enfonce jusqu'aux cuisses, relève de l'exploit. Il me faut tout de même 5 minutes pour traverser, 5 autres pour fixer la sangle autour du plus gros tronc.
Je m'écarte et fais signe à Nathalie d'avancer. Nul besoin de la guider, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Le dosage sur l'accélérateur est parfait. Avec une lenteur d'escargot, le Patrol avance et entre dans la boue. La puissance et l'adhérence de cette machine sont phénoménales. Je parie que l'on aurait même pu se passer du treuil, mais mieux valait assurer. Pas de risque à prendre avec Bertrand qui a besoin de soins en urgence. Il va falloir près de 10 minutes pour que tout le monde soit en sécurité. Tout en me nettoyant sommairement et en me rhabillant, je félicite Nathalie pour sa manœuvre digne d'un pro. Elle a l'air assez fière d'elle, sourire à Fossette. Je lui dis de garder le volant et m'installe à côté d'elle. Elle démarre et lance le Patrol sur la piste. De deux choses l'une, ou elle a un don inné pour la conduite sur piste, ou elle a déjà pratiqué. Je pose la question. Dès l'âge de 15 ans, je conduisais sur piste avec mon père quand nous allions au Texas. Elle est complètement dans son souvenir et passe à l'anglais sans s'en rendre compte. Calling me his tomboy. Tomboy, tu peux mettre les sous-titres s'il te plaît? Elle me répond en évitant un ou deux trous d'un simple geste du poignet. Ah oui, ça veut dire garçon manqué. Surpris, je rétorque. Garçon manqué? Tiens donc, c'est l'histoire du vilain petit canard? C'est à son tour de ne pas comprendre. Je lui résume l'histoire de cet affreux caneton, qui en fait est un cygne, et qui en grandissant, devient un majestueux et merveilleux oiseau. A-t-elle rougi? Peut-être, mais le regard qu'elle me lance est chargé d'amour. Elle se reprend aussi vite que tout à l'heure sur le canapé. Tu devrais essayer la radio maintenant. J'avais déjà le combiné en main. J'appelle le dispensaire. La communication est très vite établie. J'ai tout de suite Patrice et lui décris l'état de Bertrand. Ok, on vous attend. Gare-toi derrière. Je fais préparer un brancard. Nathalie a conduit comme une championne et 10 minutes après, nous entrons dans la cour du dispensaire où Patrice nous attend avec une équipe. Nathalie se retourne vers Sylvie. Reste avec ton homme. Je vais rejoindre François. Prends ton temps. Pas d'inquiétude. On te laissera le plus gros dossier. À moitié inconscient, Bertrand est allongé sur un brancard. Le temps de saluer Patrice et de lui dire 2 mots sur notre aventure. Je prends Sylvie par le bras. Je dépose Nat, je prends une douche et je viens aux nouvelles. À tout de suite. J'ai repris le volant, direction le QG de Nathalie. Je n'ai même pas encore stoppé devant le bâtiment que Nat a déjà la main sur la poignée de la portière. Un bref bisou, une descente en voltige, 3 enjambées jusqu'en haut des marches, et elle disparaît sans s'être retournée. Faut-il qu'elle soit inquiète pour ne même pas m'avoir fait un petit signe de la main, comme à son habitude? Sous la douche, j'ai un mal fou à me débarrasser de la boue séchée, qui forme une croûte rouge jusqu'en haut des cuisses. En voyant toute cette eau boueuse s'écouler dans le siphon de la douche, je crains un instant de le boucher. Je resterai bien plus longtemps à profiter de cette pluie tiède, mais il me faut sans tarder aller voir Bertrand et Sylvie restés à son chevet. Habillage en voltige, et je suis déjà dehors, en train de finir d'enfiler ma chemise. En m'engouffrant dans le couloir du dispensaire, je manque percuter Patrice de plein fouet. Il me stoppe en douceur. Bertrand va bien. Une super crise de palu, mais c'est bon, on gère. Sylvie est près de lui, chambre 7. Je file jusqu'à la chambre 7. Lorsque j'arrive au détour du couloir, c'est pour voir 2 aides-soignants y pénétrer avec un lit d'appoint pliant. J'entre sur leurs talons. Dans le lit blanc, adossé sur des oreillers que Sylvie vient juste de remonter, Bertrand est sous perfusion. Il a l'air paisible. Son teint est moins cireux que tout à l'heure. Penchée sur lui, Sylvie ne m'a pas vu entrer. C'est le regard de son mari qui lui fait tourner la tête. Je m'approche du lit et prends la main de Bertrand. Ça va? On dirait que la fièvre est tombée. Sourire de Sylvie. Oui, il est à 38,2. Il le garde pour la nuit et je vais rester avec lui. Bertrand essaie de se lever. Elle est plus têtue qu'une mule. Je lui ai dit de dormir à la maison, mais elle n'a rien voulu savoir. Sylvie ne semble pas prête à changer d'avis. Elle repousse doucement Bertrand sur ses oreillers. Bertrand de Valois, ça fait 10 ans que nous dormons ensemble et nous n'avons encore jamais été séparés, même pour une nuit. Cela arrivera sans doute un jour, mais sûrement pas aujourd'hui. Maintenant, je vais aller au bureau, donner un coup de main à Nathalie et je reviens vers 19h avec le dîner. En attendant, reste tranquille, sinon je demande à l'infirmière de t'attacher. Vaincu, Bertrand se laisse aller et ferme les yeux avec un gros soupir. Sylvie se penche vers lui, l'embrasse, puis se lève résolument. Jean, peux-tu me déposer au bureau, s'il te plaît?
22h30. Je ne sais même pas de quoi traite le livre posé sur mes genoux. Pire, je n'ai aucune idée du titre. Enveloppé dans un peignoir de bain, je suis allongé sur le canapé, le dos calé par un coussin. J'essaie désespérément de fixer mon attention sur ce bouquin, toujours ouvert à la première page, depuis 1 heure. J'ai déjeuné et dîné seul au club, et entre les deux, je n'ai strictement rien fait de tout l'après-midi. Certes, je n'ai pas quitté mon bureau, et tout le monde doit penser que je suis un bourreau de travail. La première phrase de conclusion de mon rapport, écrite hier matin, n'a pas avancé d'un mot, et tout comme maintenant, celle du livre. Les lignes du bloc ont dansé devant mes yeux. Je suis allé voir Bertrand après le déjeuner, et j'ai trouvé Sylvie à son chevet. Bien que l'air très fatigué, il avait déjà meilleure mine. Sylvie m'a ensuite demandé de la déposer chez elle pour récupérer le Pajero de son mari. Je raccompagnerai Nathalie ce soir quand nous aurons terminé. Ah oui, j'allais oublier. Elle a insisté pour que tu ailles te coucher sans l'attendre. Nous risquons de finir tard. Dans l'après-midi, Nathalie m'a appelé. Juste pour te dire que nous avons rattrapé une grande partie de notre retard. Ne m'attends pas. Promis, je rentrerai avant minuit. Car demain, nous aurons une rude journée. I love you. Et elle a raccroché. La grande case est totalement silencieuse. Je tends le bras et éteins la lampe posée sur le guéridon derrière moi. L'obscurité m'enveloppe. J'apprécie d'ordinaire ces moments de calme, où je peux tout à loisir laisser mon esprit vagabonder, sans suivre un cheminement de pensée précis. Mais ce soir, tout me ramène à l'absence de Nathalie. Tout l'après-midi, une angoisse irraisonnée m'a taraudé la poitrine, comme si je ne devais plus jamais la revoir. Je sais que c'est ridicule, et qu'elle est là, pas très loin, travaillant d'arrache-pied pour rattraper le retard accumulé au fil des jours, et que tout à l'heure, je pourrais la serrer dans mes bras. Alors, j'essaie de penser très fort à elle, et à quelques-uns des moments merveilleux vécus ces derniers mois. Je nous revois nus au creux de la dune, de la plage de No Name Island, dans les Keys. Allongée sur sa natte, Nathalie me parle, ses yeux dans les miens. Les lignes de son corps sont d'une pureté absolue. Seigneur, comme elle est belle. La seconde d'après, je suis dans le froid de la rue d'Onou. Puis, instantanément, dans le petit bistrot où nous avons fait connaissance. Les flashs se succèdent. Gabriel qui nous sourit, Barbizon, l'avenue Foch. Mais même ces doux souvenirs ne peuvent vaincre mon angoisse. J'ai dû m'assoupir. La lumière du plafonnier et le petit cri de surprise de Nathalie me réveillent. Oh pardon, je te croyais couché. Que fais-tu là? Debout au milieu du séjour, Nathalie est totalement surprise de me trouver là. Je croyais que tu dormais. Elle s'agenouille sur le tapis et me prend dans ses bras. Je la serre contre moi et couvre son visage de baisers. Tu ne peux pas savoir comme je suis content de te revoir. Intriguée par mon comportement et mon propos, elle se détache doucement de mon étreinte. Mais John, j'étais juste en train de travailler. Je sais, Nat, mais j'avais si peur de ne plus te revoir. Elle serre fort mes mains dans les siennes et les embrasse. Tu as dû faire un cauchemar. J'ai comme un sanglot. Non, c'était tellement réel, j'étais terrifié. Elle me prend dans ses bras et me serre très fort contre elle. Je suis là, John. Touche-moi là. Là et là. Tu vois, c'est bien moi. Puis elle a comme un sursaut. Mon Dieu, mais c'est tout juste si j'ai pris le temps de me laver les mains. Je dois sentir le putois. Je défais les 2 premiers boutons de son chemisier et plonge mon nez entre ses seins. C'est donc que cette année, les putois se fournissent chez Dior. Éclat de rire de Nathalie. Heureuse que mon odeur te plaise et que tu aies retrouvé le sens de l'humour. Mais je vais quand même prendre une douche. Ne bouge pas, je me fais belle et je reviens. Elle se sauve prestement et je reste une fois de plus là, tout seul. La boule d'angoisse a disparu. Ai-je été idiot? Pourquoi cette panique? De longues minutes, j'essaie de comprendre ce qui m'est arrivé. Il n'y a aucune explication, sinon que je l'aime tant, que je ne peux supporter l'idée de la perdre, et que je ne sais pourquoi, ce sentiment a été prégnant toute la journée. Je rallume la petite lampe sur le guéridon et me lève pour aller éteindre le plafonnier. Au passage, je récupère la bouteille de Redbreast et 2 verres. J'ai besoin d'un remontant. Je verse une bonne lampée dans chacun des verres et repose la bouteille, à l'instant même où Nathalie refait son apparition.
Je ne sais par quelle magie, elle est 1000 fois plus belle à chaque fois que je la revois. Bien que le peignoir éponge soit un petit peu trop grand pour elle, et qu'elle soit pieds nus, cela n'enlève rien à la grâce de sa démarche. Elle a enveloppé ses cheveux mouillés dans une serviette. Je lui tends son verre. Je n'arrive pas à détacher mon regard de son sourire et de ses yeux. Je n'ai pas encore bu une seule gorgée que, déjà, la tête me tourne. Elle trinque et son verre teinte contre le mien. À ta santé, mon ange. Ledorlanche, Magra. Il est inutile qu'elle me traduise ces quelques mots de gaélique. À défaut de mon esprit, mon cœur les a compris. Sans nous quitter des yeux, d'un même geste, nous reposons notre verre sur la table. Elle me pousse doucement vers le canapé. Allonge-toi et fais-moi une petite place. J'ai besoin d'être dans tes bras. L'instant d'après, je referme mes bras sur elle. Elle me parle de sa journée, des longues heures penchées sur les feuilles de calcul, avec cette peur de ne pas y arriver. Pas le temps d'aller déjeuner, ni même de dîner, mais le chef s'est surpassé. Ils n'ont manqué de rien. La musique de ses mots me berce. J'ai rarement été aussi heureux. Elle doit être bien fatiguée, car de temps à autre, sans s'en rendre compte, elle mêle anglais et français. Et puis, dans mes bras, son corps se fait plus lourd. Sa tête roule sur mon épaule. Elle s'est endormie. Je pense tout d'abord qu'elle n'est qu'assoupie, mais je dois vite admettre qu'elle est partie pour la nuit. M'extraire de ses bras et me lever sans la réveiller, elle grogne 2 ou 3 fois. Tout en maintenant sa tête contre ma poitrine, je la soulève avec 1000 précautions. À pas compter, je la porte dans la chambre et la dépose sur le lit. Lui ôter son peignoir est un peu plus délicat. Lorsque je me glisse près d'elle, instinctivement, elle me tourne le dos et se cale contre moi. Son corps est si doux et si chaud. Je vais avoir beaucoup de mal à trouver le sommeil.